ça pourrait être un résultat de tennis, c'est le score du match de foot du SFC. Le Sarreguemines Football Club a écrasé Boulay lors du dernier match de championnat avant la trêve hivernale. Une victoire de bon augure à domicile. Prochain match, les 32e de finale de la Coupe de France face à Valenciennes au stade de la Blise vendredi 5 janvier. 2,1 milliards d'euros pour les transports en région Grand Est. C'est le montant fixé dans le plan État-région 2023-2027 signé par le ministre délégué au transport Clément Beaune et le président de la région Grand Est Franck Leroy. Plus des 3/4 des investissements seront dédiés au développement des transports ferroviaires et collectifs. À Sarreguemines, le Père Noël n'est pas arrivé en train, mais en avion. Plus d'une centaine d'enfants l'ont accueilli à l'aérodrome pour le lancement du projet pédagogique Ça renvole. Organisé par l'association L'Avion des Sourires, c'est une initiative en faveur de l'inclusion. Marché de Noël concentré sur un week-end à Beach. Producteurs et artisans locaux étaient réunis au parc du Stadtweiler, au cœur du village associatif de Noël et au milieu du sentier des Lanternes. Animation de Noël à Sarral-Bossier au centre-ville avec des spectacles, une trentaine d'exposants et des ateliers. Au menu, huîtres, foie gras, churros, mais aussi gospel, artisanat, contes et loisirs créatifs. À Rohrbach, Noël c'est tous les jeudis et cette année les festivités ont lieu sur la place de l'Europe qui s'illumine de 1000 feux. Le marché de Noël solidaire en est à sa 4e édition et le succès est au rendez-vous. Dernière séance jeudi 21 décembre en présence du Père Noël. Noël en chanson, c'était dimanche à l'église de Guébenouz. Le chœur Allegria a chanté des messages de paix. Composé d'une vingtaine de choristes, le chœur Allegria est dirigé par Geneviève Sattler et accompagné au piano par Anne Keane. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va commencer la semaine avec une invitée qui a le cœur plus fort que le crabe. C'est le titre du livre écrit par Marilyn Donat dans lequel elle raconte ses aventures face au cancer. Sur un ton léger et plein d'optimisme, on va en parler en fin d'émission. On commence avec l'actu et un budget de 2,1 milliards pour les transports dans la région. Il a été signé vendredi par Clément Beaune et Franck Leroy dans le cadre du protocole relatif au volet mobilité du contrat de plan 2023-2027 entre l'État et la région Grand Est. Plus des 3/4 des investissements seront dédiés au développement des transports ferroviaires et collectifs. Comment ce plan va changer le territoire? On fait le point dans ce reportage d'Emma Facchetti et Mathéo Philippe. Le ferroviaire au cœur du contrat de plan État-Région Grand Est 2023-2027. Sur les 2,1 milliards d'investissements, 67% sont consacrés au ferroviaire. 200 millions d'euros seront dédiés au développement du service express métropolitain Nancy-Metz-Luxembourg, 180 millions pour le fret, dont 40 000 euros pour la rénovation de la gare de triage de Wapy, 240 millions d'euros pour rénover ou réouvrir des petites lignes comme Sarreguemines-Momenheim. Du côté de la ligne Sarrebruck et Luxembourg via Forbach, Bouzonville et Thionville, tout n'est pas encore réglé. Des études sont prévues dans le cadre de ce contrat de plan État-région. Ce n'est pas des choses faciles parce qu'il y a aujourd'hui un site Céveso qui empêche les voyageurs de circuler sur cette ligne, qui est une ligne fret. Nous pensons néanmoins que ces études doivent nous permettre de savoir exactement si le marché existe. La vraie difficulté, c'est que si on amène cette ligne en gare de Thionville, il faut ensuite que les passagers changent de train et montent dans des trains qui arrivent complets depuis Metz. Autre investissement du plan État-Région Grand Est, 90 millions d'euros seront consacrés au financement de véloroutes, 200 millions d'euros seront dédiés au secteur fluvial avec la modernisation des barrages sur la Moselle. Non concerné par ce plan mais beaucoup débattu, la réouverture de la liaison ferroviaire Metz-Lyon via Nancy. Il y a maintenant, pour le dire très cash, une facture qui est trop élevée. Et donc je m'engage à retravailler cette facture présentée par la SNCF pour que ça soit plus acceptable par tout le monde. L'État s'engage, j'ai proposé un financement de 50%, je suis prêt à regarder une contribution un peu supplémentaire, mais à condition aussi qu'on ait une facture globale qui diminue. Le rétablissement de cette ligne ferroviaire devrait faire son retour à l'horizon 2025. Il n'est pas arrivé en train mais en avion. Le Père Noël est venu à l'aérodrome de Sarreguemines pour rencontrer une centaine d'enfants issus de toute la Moselle-Est. L'association L'Avion des Sourires Rêve de Gosse voulait marquer le coup pour cette première rencontre autour du projet Ça renvole. Une initiative pédagogique en faveur de l'inclusion de chaque enfant, peu importe son handicap ou ses difficultés personnelles. Camille Henriot et Guillaume Dumontail ont suivi la première escale de cette nouvelle aventure.
Il avait beau se cacher sous son cockpit, les enfants ont été bien plus malins que lui, car tous s'étaient donné le mot sur son arrivée imminente à bord de son planeur. C'est bien le Père Noël en chair et en os qui a débarqué sur la piste de l'aérodrome de Sarreguemines. Une rencontre exclusive pour le plus grand bonheur de cette foule de jeunes, les yeux émerveillés et des souvenirs déjà plein la tête. J'étais heureux de le voir parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un Père Noël arriver en avion. C'était choquant pour moi. Mais... Tu t'attendais pas à le voir venir comme ça Non, je n'attendais pas à le voir comme ça. Père Noël, il est venu en avion. Après, il est allé là-bas, il a distribué du chocolat. L'invitation a été lancée par l'avion des sourires, rêve de gosse. À sa tête, Aurélien Gosse, pilote de profession, lui-même surpris par l'immense joie apportée par cette opération. Même pour moi, je suis retombé en enfance et j'ai une passion pour l'aéronautique et donc là j'ai concilié la passion pour l'aéronautique et le plaisir de faire plaisir aux enfants. Cette journée était en quelque sorte la première escale du long voyage pédagogique qui attend tous ces élèves, baptisé Sarenvol. L'objectif est de favoriser l'inclusion de tous les enfants dès le plus jeune âge. C'est la première rencontre des enfants qui se sont dits au parcours ordinaire, donc qui sont scolarisés dans des établissements ordinaires, et des enfants au parcours extraordinaire qui sont scolarisés en classe Ulysse, en IME ou qui ont des difficultés. Et le but de toutes ces rencontres que nous ferons avec les enfants, c'est de favoriser l'inclusion et l'acceptation des différences. Après les fêtes de fin d'année, ces jeunes âgés de 6 à 14 ans partageront leurs idées pour concevoir ensemble des objets volants. Cet atelier d'aéromodélisme sera suivi d'une visite exceptionnelle d'une base aérienne allemande. Le projet Rêve de Gosse, c'est un projet pédagogique, une action remarquable avec les enfants qui se termine par un tour d'avion. Pendant ce tour d'avion, il y a 23 avions qui viennent à la rencontre des enfants et qui les font voler. Pour nous, ce sera le 11 mai sur le terrain de Sarre-Louis. Un cadeau pour remercier tout l'équipage pour leur esprit d'équipe et tous les efforts fournis pour mener à bien ce projet pédagogique. On a voulu donner une dimension également biculturelle, binationale, franco-allemande à ce projet, puisque le pilote avec qui j'ai fait le tour et avec qui on a décidé de se porter candidat est allemand. Et donc c'est pour ça qu'on a également l'école, la BCM de la Bliss qui participe, puisqu'il y a des enfants allemands, des enfants français. S'ils ont été sages, qu'est-ce qu'ils recevaient par rapport à Noël, au niveau de la lettre qu'ils m'ont envoyée, j'ai bien reçu et je leur enverrai tous les cadeaux qu'ils m'ont envoyés. Pour la première fois, le marché de Noël de Bitche s'est concentré sur un week-end. Producteurs et artisans locaux étaient réunis au parc du Stadtweiher. Ils proposaient leur création aux visiteurs qui pouvaient aussi trouver de quoi se réchauffer, se restaurer et en profiter pour découvrir la magie du sentier des lanternes. Reportage de Guillaume Dumonteil. Les élèves de l'école de musique du Pays de Bitche. C'était une des animations proposées ce week-end au parc du Stadtweiher à l'occasion des festivités de Noël. Mais samedi et dimanche, il était également possible de découvrir quelques stands proposés par des producteurs et des artisans locaux. Ils démontraient ainsi toute l'étendue de leur savoir-faire. Les visiteurs retrouvaient également sur place des activités qui perdureront jusqu'au 29 décembre, des stands de restauration et le magnifique sentier des lanternes. C'est mignon pour une petite ville, je trouve ça sympa, ils se donnent la peine, il y a plein de lumière, c'est sympa. Nous on trouve ça magnifique parce que dès la première année ils l'ont mis en place, on est venu 3-4 fois par semaine avec les enfants et puis le week-end pour faire un petit tour, pour manger, soutenir un petit peu les associations du Pays de Bitche. Voilà, et c'est ce qu'on a fait ce soir aussi. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment particulier, surtout avec ce sentier des lanternes qui est assez unique dans le coin, qui se prête complètement au lieu de ce petit parc et où on peut se retrouver pour boire un vin chaud, quoi. Quelque chose d'un peu intimiste comme ça qui est assez cool, quoi. Donc nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à Metz, on a tout ce qu'il faut à Bitche. Le sentier des lanternes reste accessible au public et illuminé jusqu'au 29 décembre, les soirs à partir de 17h, sauf les lundis et les mardis et le 24 décembre. Tous les jours d'ouverture, une animation est prévue pour les bambins. Le programme complet est à consulter sur le site internet de la municipalité. Marché de Noël et animation, c'est ce qu'attendait le public vendredi et samedi à Sarralbe. Pour la 4e année des festivités de Noël, l'accent a été mis encore davantage sur la convivialité. Plus d'animation pour les enfants, mais aussi pour les grands. Avant le spectacle de feu, Émilie Azél a profité de la fête vendredi soir.
Les festivités de Noël à Sarralbe étaient de retour ce vendredi et samedi sur le parvis de la mairie. Vendredi soir, le public pouvait déambuler entre les allées du marché de Noël et écouter un groupe de gospel. Pour cette 4e édition, il y avait un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est clairement la fête, se retrouver, échanger, la convivialité. Et quand je regarde autour de moi, ben voilà, je vois autour des stands, autour des points de restauration, des points de buvette, ben voilà, on papote et on reprend une vie presque normale. Et je crois que c'est ça, le lien social. Et je crois que nos habitants en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on organise ce type de manifestation. Voilà. Huîtres, churros, foie gras, boissons, déco en bois, bijoux, sacs, écharpes et bien d'autres. Au total, une trentaine d'exposants étaient réunis pour le marché de Noël. Au fur et à mesure de la soirée, les allées se sont remplies. Les enfants attendaient avec impatience la venue du Père Noël. Pour patienter, ils ont pu rencontrer Rudolf, son renne, et le personnage Coco Melon. Il leur est également possible d'assister à la lecture de contes à la bibliothèque et de participer à un atelier de loisirs créatifs spécial Noël. Les jeudis de Noël, c'est l'événement phare de la ville de Rohrbach-les-Bitches. Pendant 3 jeudis de décembre, la place de l'Europe s'illumine avec ses chalets proposant toutes sortes de restaurations. Pour cette 4e édition, le marché de Noël solidaire s'est déplacé. Auparavant, il était installé sur la place de la mairie. Cette année, la place de l'Europe a attiré le public. Reportage d'Emilia Zell. Les jeudis de Noël de Rohrbach se poursuivent. Jeudi dernier, c'était au tour de l'harmonie municipale d'animer la soirée en musique. La grande nouveauté cette année, c'est le déménagement des festivités depuis la place de la mairie à la place de l'Europe. Avec ce déménagement, les décorations et jeux pour enfants n'ont pas été installés afin de pouvoir s'approprier le nouveau lieu. Alors c'est pas qu'on n'était pas bien au niveau de la place de la mairie parce que le but premier des jeudis de Noël c'est le côté convivial, donc on cherchait pas forcément à étendre, mais notre objectif c'est de faire revivre cette place. Et on a eu l'occasion cet été de faire revivre cette place et c'était une belle réussite et en fait on s'est dit pourquoi pas tenter la version Noël avec les jeudis de Noël. Donc on a gardé le côté cocon, le côté chaleureux avec le tracé qui suit le kiosque en fait. Pour la restauration, le marché de Noël solidaire accueille cette année encore des associations de Rohrbach, comme les vétérans, les sapeurs-pompiers, le football club, le Rohrbach-Binin tennis de table, l'association des parents d'élèves, les saltimbanques de l'amitié et l'association des arboriculteurs. Chaque jeudi, une structure différente est présente pour l'artisanat solidaire. Il y a l'IME de Sarreguemines, la Masse et l'école de Rohrbach. Les jeudis de Noël attirent beaucoup de monde. Au niveau de la restauration, on sait que c'est près de 500 saucisses merguez qui partent tous les soirs, en croque-monsieur aussi. Enfin voilà, il y a énormément de ventes au niveau de la restauration, donc on est content parce que c'est un beau succès et on peut le voir ce soir. Voilà, la place est pleine. Pour la dernière de l'année, le 21 décembre, les enfants pourront partager leur liste de cadeaux avec le Père Noël. À l'approche de Noël, de plus en plus de voix se font entendre dans les églises, celles des paroissiens dont le nombre augmente plus on avance dans le calendrier et que l'on avoisine la date anniversaire de la Nativité, mais également celle des chanteurs qui se rendent dans les églises pour donner de la voix. Illustration hier après-midi à Guébenouz. Ils sont venus pour faire plaisir au public et accompagner les spectateurs en douceur jusqu'à Noël.
À l'église Saint-Materne de Guébenouz, les chanteurs du chœur Allegria ont présenté un spectacle d'une vingtaine de chants découpés en 3 parties. Dans un premier temps, ils ont abordé la période de l'Avent et l'annonce de la venue du Messie. Ensuite, ils ont chanté la nuit de la Nativité et le temps de Noël, avant d'interpréter quelques-uns des plus beaux chants de Noël, ainsi que des morceaux qui prenaient la forme d'appel à la paix. Des messages que des peuples actuellement en guerre dans le monde feraient mieux d'entendre et d'appliquer. Une classe d'écart, les joueurs du SFC ont facilement disposé de boulets ce week-end à Sarreguemines dans le cadre du championnat de R1. Les faïenciers ont gagné 6-2. Résumé du match signé Guillaume Dumonteil. Après le festin, le pain quotidien. Les footballeurs sarregueminois en maillot bleu étaient de retour sur le terrain ce week-end à l'occasion du championnat de France de Régional 1. Au stade des Faïenceries, ils faisaient figure de favoris face à Boulay, avant-dernier au championnat. Le début de match était d'ailleurs à leur avantage. Après s'être créé une première occasion, les faïenciers inscrivaient 2 buts par l'intermédiaire d'un seul homme, Yanis Hadj, à la 20e et à la 27e minute. Le plus dur semblait fait, malgré la qualité des adversaires. Une bonne équipe de Boulay qui a quand même pratiqué un football intéressant, qui nous a demandé à puiser un peu dans nos ressources, qu'on puisse ouvrir le score et ensuite avoir un match un peu différent à jouer. Boulay justement parvenait aussi à se montrer dangereux, mais le score n'évoluait plus jusqu'à la pause, 2-0 pour les Sarregueminois à la mi-temps. Au retour des vestiaires, pas grand-chose à signaler durant les 10 premières minutes avant le début du festival. Mohamed Boutargui montrait sa qualité technique pour le 3-0 à la 55e, Enes Saïn sa détermination pour le 4-0, Boutargui récidivé à la 73e, 5-0, l'issue du match ne faisait plus aucun doute. 3 autres buts de part et d'autre seront inscrits pour une victoire finale de Sarreguemines, 6-2. Même si on a mis 20 minutes à rentrer dans la partie, ensuite on a effectué quelques beaux mouvements et 6 buts marqués. C'est intéressant pour les spectateurs qui étaient présents. Repartir avec les points de la victoire était un enjeu crucial pour les joueurs sarregueminois qui ont rajouté la manière au résultat. De quoi satisfaire leur entraîneur. On arrive sur la fin du 5e mois de travail, donc c'est pas facile d'avoir des joueurs avec une certaine fraîcheur mentale et puis une fraîcheur physique. Donc je félicite les joueurs pour leur disponibilité et leur motivation, surtout par ces basses températures. Après tous ces efforts, les faïenciers ont droit à une petite semaine de repos. Ils prépareront ensuite leur rencontre de Coupe de France contre Valenciennes, prévue le 5 janvier à Sarreguemines, à 18 h. La vente des billets pour cette rencontre de prestige a d'ailleurs commencé sur Internet. Et grâce à cette victoire, le Sarreguemines Football Club est 4e du classement de R1. Le SFC a toujours 2 matchs de retard par rapport à Forbach, premier du classement, et 1 match de retard par rapport au 2e du classement Homboureau et au 3e Amnéville. Sa victoire, elle ne l'a pas remportée sur un terrain de foot, mais face à la maladie. Et Marilyn Donat en a écrit un livre. On en parle juste après les prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, la météo de demain sera un peu en dents de scie. La matinée sera très brumeuse, puis on pourra profiter de belles éclaircies, notamment dans le Pays de Bitche. Mais les nuages reprennent l'avantage en deuxième partie de journée, avec des averses attendues à l'ouest de notre département. Côté température, les minimales iront de 1 à -2 degrés et les maximales de 5 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les urbains et il fera jour de 8h25 à 16h38. Passez tous une belle journée et à demain!
Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémers à Sarreguemines. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Retrouvez-moi cette semaine pour un nouveau numéro du Cadre. Mon invité est originaire de Metz. Il est auteur, compositeur, interprète de chansons françaises. Il se produit sur scène en Lorraine et dans toute la France depuis plus de 20 ans. C'est Jérémy Tauziède. Tu étais ma parenthèse, ma bulle de bonheur, ma douce chaleur. Tu étais mon horizon, ma folle passion, mes 4 saisons. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi. Marilyn Donat, dès la première phrase de votre livre « Le cœur plus fort que le crabe », vous annoncez la couleur. L'histoire que je vais vous raconter est vraie à 100%. Alors vous décrivez votre histoire comme étant entre un conte de fées et un conte d'épouvante. L'épouvante, ça commence début janvier 2020 avec les premiers symptômes et puis le verdict tombe quelques semaines plus tard, le 11 février, cancer du col de l'utérus, adénocarcinome. Et pour couronner le tout, ça se passe au début du Covid, donc avec petit à petit les confinements. Le ciel vous est tombé sur la tête? Ah oui, je crois que c'est clair. Ça ne pouvait pas être pire ce début d'année 2020. J'ai eu tout d'un coup et ce verdict, même si on s'y attend un petit peu avec les symptômes, on espère toujours qu'on nous dise que ce soit autre chose qu'un cancer. Ce mot déjà fait très peur et quand le verdict tombe, on prend un véritable coup de poing en plein visage. Hein. Alors vous racontez le choc, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez annoncé à vos proches. C'est pas facile aussi quand on a des jeunes enfants? Non, c'est pas facile du tout. Hein. Comme je le dis, oui, c'est pas facile pour la personne elle-même, mais je dirais que c'est presque pire pour les proches parce que tout de suite la peur les envahit. Ils ne savent pas comment ça va évoluer. On pense toujours au pire. Et eux ne savent pas comment moi je le vis. Est-ce que je souffre? Est-ce que je ne souffre pas? Etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Oui, et puis on essaye de cacher des choses. Et puis à côté de tout ça, il y a tout le processus de soins, les opérations qui se succèdent, les protocoles. C'est lourd tout ça. C'est très lourd. C'est vrai que tout s'enchaîne. On ne s'y attend pas. Au départ, on ne sait pas sur 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on ne sait pas pour combien de temps on en prend et on essaye un petit peu effectivement de ménager les proches, de ne pas tout leur dire et en même temps il faut accuser le coup et à chaque fois qu'on vous propose un nouveau protocole, une nouvelle opération, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de plan B, il faut foncer. Et aller au-delà aussi des risques. Et alors du coup, c'était important pour vous parce que finalement, sur le moment, vous n'avez peut-être pas tout raconté ou cherché les mots pour tout raconter. Et puis finalement, vous racontez tout en détail dans ce livre. C'était important pour vous de l'écrire. Est-ce que quelque part, ça fait partie du protocole de guérison ?
Alors oui, mais c'est pas moi qui me suis dit je vais écrire mon livre pour me faire du bien, pour un peu comme un exutoire. C'est une de mes oncologues qui connaît toute mon histoire et qui m'a dit Madame Donat, il faut absolument écrire un livre. Alors je lui ai dit mais pourquoi, il y a plein de gens malades. Et elle me dit non, votre histoire déjà elle est un petit peu particulière et avec mon dynamisme, mon optimisme, ma force, elle a dit je suis sûre que ça peut aider d'autres malades, à leur donner la force, le courage de ne pas baisser les bras, de toujours se battre. Et à ce moment-là je me suis dit ah bah oui, si mon expérience peut aider d'autres personnes, alors on y va. Oui, parce que surtout, on a parlé de la partie conte d'épouvante, mais il y a aussi la partie conte de fées, et c'est même plutôt une histoire de prince charmant. C'est vrai. Parce qu'au milieu de votre combat contre la maladie, vous avez rencontré Pascal. Oui, alors vraiment, il est tombé du ciel, hein, comme un ange gardien, comme je le décris. C'est vrai que, imaginez le contexte, je suis en plein traitement contre le cancer, il y a le Covid, on sort à peine du déconfinement, je le rencontre, coup de foudre, c'est incroyable et il va me porter à bout de bras, il va être là dans chaque moment difficile parce qu'après mon état va se dégrader suite aux différents traitements, notamment la radiothérapie, donc avec les poches, les différentes poches pour les reins, etc. Il a toujours été présent, toujours positif, toujours calme, incroyable. Oui, vous êtes bien trouvé finalement. Ah oui. Alors, dans votre livre, vous dites que votre maladie vous a permis de découvrir votre force mentale, de faire les plus belles rencontres de votre vie et de découvrir la puissance de l'amour. Quelque part, le cancer vous a transcendé ? Ah, complètement. Complètement. Je vis une autre vie aujourd'hui. Même ma façon de voir les choses a changé. Avant, j'étais toujours à 200 à l'heure, toujours dans la projection de l'avenir, peur de ne pas y arriver, peur, etc. Aujourd'hui, je vis le moment présent. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je profite de chaque moment, chaque jour, sans me soucier de l'avenir. Bien sûr que j'ai des projets, mais en tout cas, je n'ai plus peur de l'avenir. Je profite du moment présent, on verra. Beaucoup plus carpe diem. Exactement. Et vous en êtes où aujourd'hui par rapport au cancer ? Alors moi, je me sens très bien. C'est vrai que je fais beaucoup de sport, je travaille de nouveau, mais j'ai toujours des métastases osseuses que je soigne par immunothérapie. Donc pour le moment, ça va. Donc tout va bien. On verra dans les années à venir. Mais encore des protocoles de soins. Ouais. Et alors du coup, est-ce que vous avez prévu d'écrire d'autres livres et déjà celui-là, est-ce que ça a été difficile de vous lancer ? Parce que c'est bien beau d'avoir une oncologue qui réussit à vous convaincre, mais après, il faut les trouver et les aligner, toutes les phrases. Alors, est-ce que ça a été difficile de l'écrire et ensuite de le faire publier ? Alors, difficile de l'écrire, non. C'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai pris mon ordinateur et je crois que j'ai commencé à écrire en septembre l'année dernière et j'ai dû finir en mars cette année. Donc, je prenais mon ordinateur dès que j'avais le temps et j'écrivais là-dessus. Ça permet de revenir en arrière l'ordinateur, de rajouter des choses qui vous viennent, j'ai oublié de parler de ça. Et en même temps, moi, ça me permettait de ne plus ruminer tout ce que j'ai passé. C'est vrai que très souvent, les souvenirs revenaient en flashback. Le fait de le poser dans le livre, ça me permet comme de l'évacuer et d'éviter de ressasser le passé. Donc oui, ça m'a fait du bien et non, c'était pas difficile. Et pour le publier après ? Pour le publier après, ça a été plus simple que je ne le pensais. J'ai envoyé donc mon manuscrit à, je crois, 6 éditeurs différents. J'ai découvert un monde, l'édition, entre les éditeurs à charge d'auteurs, les auto-éditions, les éditeurs à charge d'éditeurs, etc. Et les 6 m'ont répondu de façon positive. Donc tous les 6... L'embarras du choix. Ah ouais, tout à fait. Tous les 6 voulaient méditer. Après, j'ai fait un choix. Voilà, les éditions du Panthéon, bon, pour moi, c'était l'offre la plus intéressante. Et alors, du coup, on peut l'acheter où ? Alors, pour le moment, uniquement sur le net. C'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile, je dirais. C'est vrai qu'il est disponible sur Amazon, sur Fnac, sur Cultura, on tape le cœur plus fort que le crabe dans le moteur de recherche, on le trouve. Après, j'ai essayé de me rapprocher de certains libraires. Pour le moment, je me heurte. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème d'éditeur, de reprise d'invendus, etc. Ah, c'est possible, il y a peut-être des histoires de droit. Ouais. Mais alors, du coup, maintenant que finalement vous avez découvert que c'est pas si difficile que ça, est-ce que vous avez prévu d'en écrire d'autres ? Alors, pas pour le moment. C'est vrai que je suis encore dans la promotion de ce livre. Je fais pas mal de choses. L'année prochaine, il y a déjà des salons du livre qui sont prévus. Mais pourquoi pas ? Parce que déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire.
d'une part, et puis j'aime bien les nouveaux défis, c'est vrai que je me lance des défis, et d'autre part, ça permet encore je ne sais pas si je resterai dans le même registre ou pas, mais en tout cas ce livre, d'avoir plus de contacts, les gens m'écrivent par tous les moyens possibles, et les retours que j'ai sont fantastiques. Alors, dans cet exemplaire, vous avez eu la gentillesse en plus de nous le dédicacer à toute l'équipe de Mosaïque Cristal. Et vous nous avez écrit « N'oubliez pas, la vie est belle quoi qu'il arrive ». Ça nous a beaucoup touchés. D'ailleurs, on l'a repris pour le titre de cette interview. Votre but avec ce livre, finalement, c'est pas de vous mettre à nu, c'est vraiment de délivrer cette touche d'optimisme. Exactement, ouais. Ça c'était le but premier, comme l'oncologue me l'a conseillé, véhiculer ce message, la vie est belle quoi qu'il arrive, même quand on croit qu'on est en plein orage, il y a une éclaircie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est toujours mitigé. Par contre, s'appuyer sur tout ce qui est positif dans la vie. Et on a toujours des petites choses positives. Moi j'ai encore des enfants, j'ai ma famille, mes amis, bien sûr Pascal qui est arrivé dans ce moment si difficile, mais et vraiment s'accrocher, il faut toujours rester positif, jamais baisser les bras. La vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il faut toujours y croire. Eh bien, merci beaucoup pour cette bouffée d'optimisme et pour la joie de vivre que vous apportez sur ce plateau. Merci d'avoir témoigné en direct sur Mosaïque Cristal. C'est pas toujours évident. Et très bonne journée à tous.